Très bien, mais ça n'a pas une extrême importance. Ben, on va voir que si. Car l'idéal suprême pour l'oligarchie, on le voit à travers ses déclarations, c'est d'avoir, face aux institutions et aux États, un simple individu déraciné, psychologiquement déstructuré et nomade, afin de mieux le soumettre. Or, il se trouve que la grossesse pour autrui est reconnue aujourd'hui par les tribunaux. Car quand un couple homosexuel mâle va acheter un enfant, ce qui est une mise en esclavage des femmes, d'une façon odieuse. Il y a en Inde, à Bangalore, une clinique qui produit 1000 enfants par jour. Et on donne 50 € à chaque femme pour accoucher d'un enfant viable. Celles qui accouchent d'un enfant mort, on les fout dehors, on leur donne rien. Bien. Et on les met dans cette espèce de gynécée pour... et ces enfants sont vendus sur Internet. Ces enfants sont vendus sur Internet. Un livre cité par Agnès Walsh, un livre chez Fayard, Où va le mariage? Et elle avait fait, pour annoncer ce livre, une interview dans Ouest France. Donc, toute la PMA comme la GPA était déjà dans les cartons, déjà prévue. Voilà. Or, la GPA, c'est une manipulation génétique. On va sélectionner des embryons et on va réimplanter dans le corps d'une femme lambda à qui on va donner 50 € pour mettre au monde un enfant qu'on va vendre sur Internet. Alors, on les vend 30 000 $, hein, ces gosses, naturellement. Il y a un petit différentiel, quoi. Il y a quelques personnes qui s'en mettent plein la fouille entre les deux. C'est un véritable... on remet ces pauvres femmes en esclavage. Bien. À partir de demain matin à 6h moins le quart, le simple fait de critiquer l'avortement, de révéler ce qu'est l'avortement aujourd'hui, c'est, puisque l'intention est punissable. L'intention est punissable par la loi du 13 août, je crois, 2017. Par conséquent, tout ça, ça tombe sous le coup de la loi. Donc, qui va décider de la valeur morale de ces attitudes? L'islam radical. On ne peut pas critiquer les islamistes. Ils font leur job. Bon, c'est tout. Mais n'oublions pas que notre ministre, M. Cazeneuve, le précédent, nous a bien dit que prêcher la charia n'était pas un délit. Bien. Or, c'est quand même à base de charia qu'il y a eu 260, 280 morts en France. Les résistants et les collabos. Souvenez-vous, qui est résistant, qui est le collabo? Là, je vous ai ressorti un petit dessin de faisan. Vous vous souvenez tous, vous avez tous vu ce petit dessin. Alors, toutes ces vignettes-là, c'est valeureux patriote, vive le Vietnam. Vive le Portugal, valeureux patriote. Vive la Corée, valeureux patriote. Vive l'URSS, valeureux patriote. Vive la Chine, etc. Et le dernier, vive la France, vieux con, cocardier, chauvin, xénophobe et présumé facho. On pourrait l'afficher ici. Il est sur Internet aussi, celui. Rapport enregistré le 14 juin 2000, page 30. Le rapport est le rapport 2472. Sur ce qu'est le consentement et la matière dont on peut l'obtenir et le sens qu'on peut donner à la responsabilité de l'individu manipulé. Alors la justice perd complètement les pédales, puisque récemment, alors je ne sais plus si c'est à Mantes ou à Trappes, une gamine de 12 ans est séduite, violée dans un ascenseur, puis entraînée dans l'appartement du violeur, qui va en abuser pendant plusieurs jours de suite. Et les juges ont estimé qu'elle était consentante. Elle est forcément consentante puisqu'il y a eu plusieurs actes. Donc, alors le premier, on veut bien croire que c'est un peu forcé, mais les autres, vous vous rendez compte? Bon, je crois que ça a été jugé, mais enfin bon. Il y a même une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Alors je la cite parce que c'est très important. La Miviludes a voulu faire une définition de la manipulation mentale. Bien. C'est intéressant. Donc j'ouvre les guillemets. La manipulation mentale consiste donc à exercer sur l'une d'entre elles, il parle des personnes, des pressions graves et réitérées, et à utiliser des techniques propres à altérer son jugement, afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention d'acte qui lui est également préjudiciable. Alors on peut penser que tout le monde va être d'accord sur ce genre de définition, ça englobe tout. Bien. Eh bien non. Ce rapport présenté donc, cette définition présentée le 20 juin 2000, ça veut dire qu'ils ont commencé début juin, on est le 20 juin, ils continuent à discuter là-dessus, et cette définition est rejetée par tout le monde. Réticence des églises, des éducateurs, des personnes détenant une autorité. Pourquoi? Parce que quand on lit ça, ça veut dire que tout le monde est manipulé. C'est un peu gênant que la Miviludes... D'ailleurs, la Miviludes avait dit que l'Église catholique était une secte. Bien.
Il voulait l'interdire. Mais tout ça, c'est monsieur... comment s'appelle-t-il Fenech. Fait un nom comme ça. Qui n'est pas un imbécile, c'était Georges Fenech. Bon, voilà. Alors, je vous rappelle les expériences perverses, d'autorité perverse de Milgram en 1974, qui a été illustré dans I-Comicar, le film d'Henri Verneuil, en 1979. Et il y a le problème de la légitimité de l'autorité. Alors ça, j'ai absolument pas le temps d'en parler, parce que le temps passe très vite, mais je vous rappelle que le règlement, aujourd'hui, depuis 1972, le règlement des armées, je crois, ou le règlement interne des armées, quelque chose comme ça, autorise le subalterne à ne pas obéir à un ordre si l'ordre est manifestement illégal. Et là encore, sur quels critères est-ce qu'un subalterne, vous imaginez un sergent qui dit à son capitaine « Non, je ne ferai pas ça parce que, d'abord, le type, il va avoir une jolie carrière derrière lui, et enfin, c'est impossible. » Bien. Or, la loi l'autorise aujourd'hui. J'avais eu d'ailleurs une très grande discussion au moment des manifestations pour le mariage pour tous devant le Sénat avec une commandante de gendarmerie, casquée, bottée, enfin, etc. Et elle avait fini par pleurer. Je vous assure, elle était troublée. Parce que je lui disais, mais enfin, vous faites quoi là? Il ne se passe rien, tout est tranquille, il y a des pères de famille avec les landeaux, etc. Et vous provoquez un incident. Voilà, vous provoquez, parce que il y a un manifestant qui s'est un peu approché, c'est un papy, hein, qui s'approche un peu de la barrière, et donc un gendarmerie prend la barrière et lui envoie à la figure. Bon, le type s'écroule, enfin, etc. C'est un papy, il tombe par terre, et naturellement les autres à côté réagissent, et donc tout le monde est gazé, enfin, etc. Bon. Et donc je vais voir cette femme, bon, j'étais un peu de la boutique, donc je pouvais lui parler un peu d'une façon un peu sympathique, mais voilà, et au bout d'un moment, elle était complèement bouleversée, parce qu'on a... Bon. Posant qui en fait ont mené le même combat. Regardez 50 ans après, Cohn-Bendit ou Madeleine sont sur la même ligne politique. Ça devrait vous inviter à réfléchir. La vraie différence entre un homme de gauche et de droite, ce sont des notions d'ordre métaphysique. Et demain, des petits torchons de droite, par exemple Minute, pourraient vous inviter, pourquoi pas, à voter Macron si vous n'avez pas l'esprit critique. Et pour ça, il faut se former pour mener le bon combat. Aujourd'hui, le vocabulaire a été déconnecté des concepts et n'a plus qu'une valeur émotive, d'explosion. La vérité de rien, la force de tout, disent les marxistes. Et c'est mis en pratique. On peut en rire, mais est-on jamais tombé dans ces pièges? Aujourd'hui, grâce au compassionnel, entre autres, on fera passer le transhumanisme, au nom de la pseudo-égalité, la GPA, PMA, mais à la limite c'est accessoire. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont voué leur existence, en quelque sorte, aux démons. De nombreuses officines, qui maintenant se situent en Pologne, en Lituanie, et aussi en Amérique, qui dépendent de think tanks américains, sont des spécialistes de la subversion. Et il suffit, avec quelques reculs, de regarder le printemps arabe, à quoi ça menait, la révolution de couleur, les révolutions de couleur, et je vais terminer là-dessus. Après 50 ans, et quoi qu'on pense de M. de Gaulle, on peut dire que 68 a été la première révolution de couleur. Pour quelle raison? D'ordre géopolitique, il fallait empêcher un gêneur qui entravait la politique hégémonique américaine, et peu importe les autres côtés du personnage. Il faut savoir que beaucoup de ces agents provocateurs étaient pris en main par des agents de l'ambassade américaine. Je souhaite que vous soyez
très attentif à ce que Didier Rochard va vous dire, et quand le livre paraîtra, lui faire honneur. À vous, cher ami. Alors je dois dire que lorsque j'ai découvert le sujet de cet exposé sur Internet, on en avait parlé avec le frère bien évidemment avant, lorsque j'ai découvert les 3 termes que le frère avait marqués et avait intitulé cette conférence, subversion, manipulation, désinformation, il m'est venu comme un sentiment de vertige. Parce que les 3 termes mis bout à bout vont manifester absolument tout ce que l'on vit au quotidien aujourd'hui. Ces 3 termes sont distincts d'ailleurs, mais ils concourent autant au but recherché. Et aujourd'hui, on peut, dans le contexte actuel, on peut y ajouter d'ailleurs le terme de soumission, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça concourt autant au but recherché, les 3 termes, subversion, manipulation, désinformation, qu'aux moyens utilisés. Donc, un sentiment de vertige, parce que je me suis dit, en 40 minutes, comment exprimer ces 3 notions le plus complètement possible, avec quelques exemples. C'est la raison pour laquelle je garde mes notes d'ailleurs, parce que je vous ferai de très nombreuses citations. C'est un sujet qui est extrêmement étudié aujourd'hui, et pour cause. On sent bien qu'on tient là le quotidien de chacun d'entre nous, car aujourd'hui, y a-t-il une information vraie? Y a-t-il une information qui nous permette de discerner notre quotidien, que ce soit en matière sociétale, le père a évoqué la GPA, la PMA, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps, en matière sociétale, en matière politique, et on verra quelques exemples de manipulation pour lesquels d'ailleurs le grand public n'est pas toujours très informé, n'a pas toujours les moyens de discernement, compte tenu du bombardement systématique, ça fait partie des moyens utilisés d'ailleurs, bombardement médiatique qui fait que on est sidéré par un certain nombre d'informations qui nous parviennent. Le dernier comptage que j'ai lu, BHL pensait qu'il devait y avoir 160 000 morts, c'est le chiffre bas. Je pense que l'opération en Libye, quand on décortiquera dans quelques années les choses, on s'apercevra qu'il y a eu certainement beaucoup plus de 200 000 morts dans ces pays-là. Donc 200 000 ennemis jurés de la France aujourd'hui. Voilà. Nous travaillons pour la paix, mais on a tendance à provoquer la guerre. Autre temps, autre mœurs sans doute. Et puis, pour reprendre les propos du frère tout à l'heure, et puis on va passer à la période un peu plus contemporaine naturellement, je rappellerai simplement le chapitre 3 de la Genèse. Là, c'est la manipulation des manipulations. Chapitre 3, donc, verset 5. « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez alors comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Donc, le serpent subvertit par un mensonge la recommandation divine. Ève désinforme son mari, et en conséquence, les deux manipulent leur descendance. C'est la faute originelle, et on en vit encore aujourd'hui, comme vous le savez. Voilà. Donc, les concepts d'influence et de manipulation connaissent aujourd'hui, évidemment, depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, un succès énorme. Ils sont employés partout et par tous, ou presque. Nous verrons, je redistinguerai la source de la cible. Ils peuvent d'ailleurs aujourd'hui être un alibi très facile pour expliquer les conduites qualifiées d'incompréhensibles. Et là, je vous renvoie au livre de Wafa Sultan, 2016, c'est très récent, paru chez Riposte Laïque, qui analyse, je vous donne les têtes de chapitre, le conditionnement des esprits, le manque de discernement, la programmation, le lavage de cerveau, le formatage et enfin l'adhésion finale du croyant par la destruction mentale de l'individu. Tout ceci, ce sont les têtes de chapitre du livre « L'islam fabrique des déséquilibrés » de l'auteur que je viens de vous citer. Les manipulateurs, on distingue la source de la cible, car les deux se complètent, comme je vous le disais, sont indispensables. Ils utilisent des techniques et des stratégies. Alors les techniques sont capables de provoquer un consentement automatique, c'est la définition, c'est-à-dire à amener les gens à dire oui sans réfléchir préalablement. Toute situation contemporaine ne serait que purement fortuite, mais enfin on va en donner quelques-unes dans un instant. Ça c'est pour les techniques. Et la stratégie finale amène les gens
à réaliser les comportements attendus par un manipulateur. Et là, il y a des travaux tout à fait de psychosociologues tout à fait intéressants qui datent de 1998, par exemple, Joule et Beauvois, je les cite comme ça. J'ai été très intéressé par ces bouquins. L'autre, deviendrait l'origine de nos actes ou de nos croyances en prenant le contrôle de notre pensée et de notre volonté. Là encore, c'est pas nouveau. Je vous rappelle le mythe de l'anneau de Gygès de Platon, devenir un dieu parmi les hommes. Gygès avait un anneau, il le retourne, il disparaît, il devient invisible, l'homme invisible, ça vous rappelle rien. Et donc ça lui permet de subvertir l'épouse du roi, de prendre la place du roi. Enfin voilà, vous imaginez, revoyez Platon. Mais redouter l'influence d'autrui trouve une contrepartie dans le désir de manipuler autrui, à tout le moins de le convaincre de notre façon de voir et de notre vérité. Quantité d'articles et d'ouvrages, y compris dans des revues à prétention scientifique, enseignent des méthodes de persuasion. Soyez celui qui persuade, ne soignez pas celui qui manipule. Chez Albin Michel, c'est le sous-titre d'un bouquin paru en 1987 de Robert Cialdini, Influence. Je vais vous en citer quelques-uns comme ça, mais ils sont aujourd'hui, c'est par centaines. Devant la généralisation de ces méthodes, il convient de distinguer ceux qui utilisent ces techniques pour le bien commun et ceux qui les utilisent pour satisfaire leurs seuls intérêts. Car de la vente des produits par la publicité à la manipulation électorale, suivez mon regard, les techniques sont semblables et évoluent d'une façon incroyable à travers les progrès des neurosciences, les capacités intrusives du big data et à travers l'efficacité des algorithmes qui savent tout de vous sans que le sujet en ait véritablement conscience. On détaillera un petit peu ça, mais vous avez remarqué, vous prenez un billet Paris-Dijon sur votre ordinateur, une seconde plus tard, vous avez autour de votre demande, vous avez tous les renseignements pour louer la voiture, louer l'hôtel, ce qu'il faut voir à Dijon, etc. Comment est-ce que l'ordinateur a compris ce que vous souhaitiez dans votre demande de billet et comment est-ce qu'il a dans sa mémoire l'ensemble des publicités qui vont pouvoir vous rendre service éventuellement. Ça, c'est le miracle, entre guillemets, des algorithmes. Mais on va voir qu'il n'y a pas que ça. Se pose alors la question de la responsabilité d'une personne agissant hors de sa volonté, sous l'influence d'un manipulateur. C'est d'ailleurs un argument de défense qui est couramment utilisé dans les procès des djihadistes aujourd'hui. C'est pas de sa faute puisqu'il est manipulé. Bien. On le voit dans le précédent procès. Et là, on ne fera pas de commentaire puisque la chose y a appel, donc la chose est encore en cours, disons, pendante, comme on dit. Mais il est bien certain que le frère a apparemment très influencé Mera. Voilà, on en saura plus peut-être à l'occasion du prochain procès. Quand l'histoire devient si complexe que nous ne distinguons plus les causes et les conséquences, que face aux conséquences, on ne peut plus remonter aux causes par aveuglement, je parlais de la sidération télévisuelle tout à l'heure, manque de curiosité ou manque de culture, alors il est commode de croire que les événements sont orientés par une tierce personne ou une force qui nous échappe. On subit la manipulation de façon inconsciente et on peut devenir soi-même acteur de la manipulation en participant à la diffusion de l'information ou de la nouvelle ou du mensonge. Mais plus subtilement encore, le manipulateur peut utiliser ce jugement, votre jugement obscurci, pour masquer sa véritable intention et nous entraîner à satisfaire ses volontés en pensant échapper à son intention. C'est ce qu'on appelle le billard à trois bandes. Vous pensez avec votre boule atteindre cette boule, en fait vous allez sur trois bandes et vous atteignez la boule d'une autre façon. Alors, je vais vous parler... Pour l'instant, je vous parlerai dans un exemple tout à l'heure d'une d'une élection présidentielle récente qui est assez intéressante à étudier. Et il faut, à ce niveau-là, parler, pour ne plus avoir à en parler après, de la théorie du complot. Parce qu'il est bien évident que cette notion de théorie du complot est une invention, est une fabrication des manipulateurs qui vous dénoncent. Vous croyez à la théorie du complot. Donc c'est une notion qui a été théorisée par les manipulateurs, par les mondialistes en l'occurrence, pour discréditer toute analyse,
tout raisonnement mettant en lumière les intentions perverses de régénération de l'homme dans les domaines scientifiques, sociétaux, éthiques, éducatifs, etc. Tout analyste, lanceur d'alerte ou militant déclaré, dénonçant cet élan mondial anti-humain, on va voir pourquoi après, est taxé de partisan de la théorie du complot et empêché de s'exprimer. Dans les débats, ah oui, mais vous êtes partisan de la théorie du complot, taisez-vous. Voilà, vous n'avez plus rien à dire. C'est le point Goldwyn de la méthode d'ailleurs. Alors, je pensais avoir le temps, mais je vois que j'aurai pas le temps. J'ai apporté ici, je pensais vous en lire quelques extraits. C'est amusant, c'est le bulletin officiel spécial numéro 11 du 26 novembre 2015 de l'éducation nationale. Voilà, il y en a 79 pages, c'est très intéressant. Ça ne concerne que le cycle 4. Donc 6e, 5e, 4e, 3e. Et là, tout est indiqué pour renseigner les professeurs sur la façon dont ils vont pouvoir enseigner à leurs élèves. Et quand on lit à travers les lignes, parce que c'est de la lovelang, vous savez, le discours de l'éducation nationale, moi je suis très frappé par tout y passe, absolument. Aucune notion, aucun sujet n'échappe à la sagacité du ministère de l'Éducation nationale. Et ce ministère va faire des efforts considérables, l'année dernière encore, pour démontrer que la théorie du complot n'existait pas. Ils vont même produire un certain nombre de films, et ils s'y mettent à plusieurs, puisque un film produit en 2016, qui a été écrit par Bruno Duvic, est produit par la Générale de Production, France Télévisions, Radio France, deux organismes Canopé et Le Clémy. La réalisation est de Mathieu Descarli et de Olivier Marchesi. Il est sur YouTube, vous pouvez aller voir ce film. Alors, c'est un film qui est à destination du cycle, hein, du cycle 4, et qui est un film d'animation. C'est pas tout à fait un dessin animé, mais c'est très bien fait d'ailleurs. Et voici l'argument du film. Donc, j'ouvre les guillemets. C'est devenu l'obsession de Kamel. Il est persuadé que son professeur d'anglais a une dent contre lui. Comme par hasard, il n'a jamais la moyenne, et ce, malgré tous ses efforts. Il commence à croire qu'il s'agit d'un complot, et décide d'en parler à ses parents. Sa mère prend alors l'exemple des attentats du 11 septembre pour lui expliquer ce qu'est vraiment la théorie du complot. Alors, il faut voir le film, évidemment, pour voir j'allais presque dire, c'est remarquablement bien fait, mais cette espèce de perversité dans l'explication. Pauvre garçon, dis-je, s'il savait lire en 4e cycle, on peut peut-être, faut pas exiger n'importe quoi. En tout cas, on sait par PISA qu'à la fin de la 3e, ils savent pas toujours. Bref, il aurait mieux fait d'étudier le rapport de la Commission nationale d'enquête. Dans la traduction française, c'est 500 pages. Il faut se les farcir. Je l'ai lu. Préfacé par François Heisbourg, qui est un spécialiste, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, aux éditions des Équateurs, c'est 23 €. Et il aurait compris à ce moment-là pourquoi, aujourd'hui, 80% des Américains ne croient plus dans la version officielle décrétée dans ce rapport. Il faut dire que les 92 membres étaient désignés par le gouvernement, et il y avait dans ces 92 membres tous les responsables de toutes les agences de sécurité américaines. C'est assez amusant. Je vous rappelle quand même qu'un de nos grands géopolitologues, Émeric Choprade, s'est fait virer de ses cours de l'école qu'on appelait l'école de guerre, l'école interarmes, enfin, etc. Non pas parce qu'il contestait la version officielle, mais parce qu'il se posait des questions. Il ne mettait pas en cause, il ne remettait pas en cause complètement la théorie. Il disait, c'est quand même assez bizarre quand on voit les manques qu'il y a, les lacunes qu'il y a dans ce rapport, on est obligé de se dire, mais que cache-t-il? Bon, sans pour autant devenir paranoïaque, mais c'est comme ça. Anecdote lycéenne, dans un lycée de la région parisienne, une lycéenne donc reçoit de la part de son professeur d'histoire je ne sais plus combien de dizaines d'heures de cours, alors que le prof avait prévenu les parents d'élèves au début d'année, je ne pourrais pas boucler le programme, je vous préviens. Le programme est tellement vaste qu'on n'ira pas au bout. Mais on détache, sur ordre du ministère, plusieurs heures de cours pour démontrer que la théorie du complot n'existe pas. Alors, si je joins ce truc-là, là j'ai pris le cycle 4, mais c'est pareil pour le cycle de terminale, seconde, première, terminale. Et donc, au bout de ces cours, de ces heures de cours, il y a un devoir sur table qui est fait un samedi matin, 8h midi, pour que les élèves puissent rendre compte du cours. Et donc, cette élève, que je connais bien, remplit son devoir, elle a bien appris sa leçon, etc. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, il faut faire une
thèse, antithèse, synthèse, et poser une problématique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de restituer le cours, il faut ajouter une problématique différente pour montrer qu'on ouvre le débat. Alors elle ouvre les débats en restituant le cours et en disant, enfin toutefois, compte tenu des efforts qui ont été faits, qui nous prennent sur le cours d'histoire qu'on ne finira pas, sur le programme d'histoire qu'on ne finira pas, je suis très étonné de ces efforts pour nous démontrer quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Alors ça vaut 0. Ça vaut 0, parce que ça veut dire qu'elle n'a rien compris au cours. Voilà. Alors les parents d'élèves se sont inquiétés, ils ont rencontré le prof, naturellement, qui a dit « mais moi je ne change pas ma note ». La fille n'a rien compris au cours. La prof, c'est qu'elle met en doute tout ce qu'on lui a dit. Je dis oui, mais elle ouvre une perspective nouvelle, elle ouvre le débat, etc. Bon, il a fallu négocier, etc. Enfin, ça a été très dur. Voilà. Pour finir sur la question de la théorie du complot, parce que est-ce qu'il y a une théorie du complot? Je n'en sais rien, et je dirais simplement, il faut s'en tenir aux faits. Il y a un certain nombre de faits qui tenteraient à démontrer qu'effectivement, il pourrait y avoir quelque chose. Voilà. Et pour ça, eh bien, il suffit de voir les aveux des gens qui sont peut-être dans cette théorie du complot. Et alors là, pour finir donc cette affaire, je lis les mémoires de David Rockefeller, édition Random House, première traduction française, du 15 octobre 2002, page 405. Alors pour vous montrer que je ne raconte pas d'histoire, c'est sur Internet, mais j'ai la photocopie du bouquin. Voilà, elle est surlignée. Alors je vous en donne, vous lirez si vous voulez, c'est en anglais naturellement, en américain, et je vous donne la traduction. Quelques-uns croient même, j'ouvre les guillemets bien sûr, quelques-uns croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale, plus intégrée, ainsi qu'une structure économique. Un seul monde, si vous voulez. Si c'est cela l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Ça, c'est Rockefeller. Le 29 septembre 1994, avant la crise des subprimes, qui va ruiner plusieurs millions de faux propriétaires américains à qui on a fait croire qu'ils pouvaient emprunter pour acheter une maison. En fait, ils n'avaient pas les moyens de remboursement, donc quand l'ensemble du parc immobilier a été mis en vente, eh bien le cours s'est écroulé et ça a été une crise majeure. Donc, j'ouvre les guillemets, c'est toujours, qu'est-ce qui dit ça? Je vais vous dire, je crois que c'est encore Rockefeller. Toujours est-il que il dit, ouvrez les guillemets, nous arrivons vers l'émergence d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la crise majeure. Et le peuple acceptera le nouvel ordre mondial. Le 29 janvier 2007, tout ça est sur Internet, hein, il suffit de cliquer, vous trouvez toutes ces déclarations avec l'original, etc. Rockefeller a dit, alors c'est un autre Rockefeller, c'est Nick Rockefeller, c'est toute une famille, qui dit à M. Russo, qui est le directeur d'Hollywood, ouvrez les guillemets, que la fondation de sa famille avait créé et financé le mouvement de libération des femmes afin de détruire la famille et que la réduction de la population était l'objectif fondamental de l'élite mondiale. Voilà. C'est pas un partisan de la théorie du complot qui le dit, c'est monsieur Rockefeller à travers sa fondation. Encore Rockefeller, toujours le même, alors on revient à David, qui dit toujours dans le même bouquin, qui dit dans une déclaration, je cherche si j'ai la date, en tout cas il le dit, ouvrez les guillemets, nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et à d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions, ils parlent du Bilderberg Club, et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Très bien, mais ça n'a pas une extrême importance. On va voir que si. Car l'idéal suprême pour l'oligarchie, on le voit à travers ses déclarations, c'est d'avoir, face aux institutions et aux États, un simple individu déraciné, psychologiquement déstructuré et nomade, afin de mieux le soumettre. C'était déjà le programme des Jacobins.
par la loi Le Chapelier, qui supprimait toutes les corporations, qui organisait le mode de travail. C'était la suppression du 4 août, la suppression des lois privées qu'on a encore commémoré, fêté cette année. Or, les lois privées, qu'est-ce que c'était? Chacun avait une loi privée. Le paysan bosseron dont je parlais tout à l'heure, il devait la corvée. Il devait la corvée à moins d'une demi-journée de voyage de sa ferme. Donc il faisait ces 2 heures de marche, il remplirait le chemin et il rentrait dans sa ferme. Le soir, il pouvait traire ses vaches. Pardon, ses vaches. Eh bien, le paysan savoyard, lui, il avait son privilège, c'était de ne pas être mobilisé pour la corvée au-delà de sa propre vallée. Les privilèges disparaissent, on le convoque pour aller à 2 cols plus loin. Hiver comme... Et il avait perdu sa loi privée, voilà, son privilège. Et c'est le programme de tous les systèmes révolutionnaires. Le système teste depuis longtemps les réactions psychologiques des peuples par des films de science-fiction annonçant un avenir ressemblant furieusement au programme prévu par ces oligarchies. Et là, je vous renvoie à un seul film, parce que je ne suis pas très cinéphile, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais j'ai vu Elysium, de Matt Damon avec Jodie Foster en 2013, et ce film, c'est une exoplanète qui est faite à quelques milliers de kilomètres de la Terre. La Terre est devenue absolument invivable, et l'un des hommes, Matt Damon, vend son âme, alors moi je dirais au diable, mais enfin il vend son âme à un trafiquant qui lui permet d'aller jusque dans cette exoplanète pour pouvoir se faire soigner. Inutile de vous dire qu'il y a tout un scénario, il faut voir le film, c'est assez intéressant. Alors cette situation a été prédite, ça passe dans les aveux des gens qui organisent ce système. Et il y a 30 ans, Zbigniew Brzezinski, qui a été le conseiller de tous les présidents américains jusqu'à Obama, applique la loi de Pareto à la société. Et il l'annonce dans son bouquin, très clairement. La loi de Pareto, c'est 20% de la population suffisent à faire tourner le système. Et 80% seront des bouches inutiles. Voilà. Et sur une vidéo, Georges Soros ajoute « et il faudra bien s'en débarrasser ». 80% de la population. Le conseiller scientifique de Barack Obama, John Holdren, dit, ouvrez les guillemets, « un programme de stérilisation des femmes après leur 2e ou 3e enfant ». Je passe quelques... La capsule pourrait être implantée à la puberté et être amovible avec des permissions officielles pour un nombre limité de naissances. Le fondateur de CNN, un bienfaiteur pour l'humanité, Ted Turner, ouvrez les guillemets, une population mondiale totale comprise entre 250 000 et 300 millions d'habitants, soit une baisse de 85% par rapport au niveau actuel, serait idéale. La fondatrice de l'American Birth Control League, c'est la Ligue pour le contrôle des naissances qui deviendra le planning familial, qui était enfin pas la représentante, elle n'avait pas de mandat officiel, mais qui était une nazie pur sucre aux États-Unis, qui défendait Hitler, Margaret Sanger. Ouvrez les guillemets, tous nos problèmes sont le résultat d'un excès de reproduction de la classe ouvrière. Ou encore, j'ouvre les guillemets bien sûr, la chose la plus miséricordieuse qu'une famille peut faire pour un de ses enfants est de le tuer. Fermez les guillemets. Aujourd'hui, il y a quelques jours, Alberto Giubilini de l'université Monash à Melbourne et Francesca Minerva de l'université de Melbourne, 2 universitaires, proposent l'avortement post-natal. C'est-à-dire que le bébé naît et puis alors il n'a pas les yeux bleus, ou il a les yeux marrons, ou il a une oreille pas trop pourlée, ou enfin bref, il vous plaît pas quoi. Eh bien, il propose l'avortement post-natal. C'est le meurtre de l'enfant, en un mot. Bien. Le premier directeur exécutif du Sierra Club, David Brower, c'est un think tank américain, ouvrez les guillemets. La grossesse devrait être un crime contre la société, punissable, à moins que les parents aient une licence du gouvernement. Et le bon Bill Gates, un autre bienfaiteur de l'humanité avec sa fondation, admet tranquillement que les vaccins... Les vaccins, ça me rappelle quelque chose. Que les vaccins pourraient être utilisés pour la dépopulation. Là, il y a tout un film, il y a toute une conférence de Bill Gates qui est sur Internet, qui est absolument
foudroyante, c'est incroyable. Et il le dit tout à fait ouvertement. Alors j'ouvre les guillemets, il y a 6,8 milliards de gens sur la Terre, bientôt 9 milliards. Maintenant, si l'on fait vraiment un super boulot avec les nouveaux vaccins, les services de santé reproductive, on pourrait réduire ces chiffres de 10 à 15%. Voilà. Et il a même écrit ça dans un article, Dépopulation par vaccination, page 21. C'est donc, en plus, c'est un texte qui existe. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait annoncé. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, ça concerne la population mondiale, etc. Mais ce programme annoncé par les oligarques nécessite évidemment une véritable soumission des populations. Et c'est là où on revient à nos trois termes du début. C'est une anesthésie générale qui est nécessaire. Le discours manipulateur est conçu pour cela. Le mariage dit pour tous a été envisagé dans cette optique, alors que les couples hétérosexuels ne se mariaient plus. Voilà. En un mot, il n'y a plus que les homosexuels qui voulaient se marier. C'est quand même assez paradoxal. Les lobbies homosexuels, largement subventionnés par les institutions, Pierre Berger, la fondation Georges Soros, etc. Comment s'appelle-t-il, Thomas Fabrice Thomas. Fabrice Thomas. Il y a un livre qui paraît en ce moment de Fabrice Thomas. Il paraît que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc, en un mot, ce sont nos impôts qui subventionnent tout cela. Donc, ces lobbies exigeaient la reconnaissance de la société. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup, dans le milieu culturel, j'ai beaucoup d'amis homosexuels, et qui, pour beaucoup, vivaient en couple, mais qui ne demandaient rien à personne. Et l'homosexualité a toujours existé. Par conséquent, que les homosexuels ont envie d'être homosexuels, enfin, pour moi, je ne suis pas du tout homophobe, ça ne me dérange absolument pas. Bien. Mais ils exigent la reconnaissance de la société. Ils veulent faire du mariage homosexuel, qui est forcément un mariage stérile, quoique, on va voir. Ils veulent faire d'un mariage stérile l'équivalent du mariage hétérosexuel, qui, dans l'esprit du législateur, doit protéger l'enfant à naître, le couple, la famille, etc. Bien. Et alors, naturellement, ce mariage homosexuel, le projet qui était non avoué, maintenant il est tout à fait révélé, mais à l'époque, en 2013, il n'était pas avoué de cette façon-là. C'est la procréation médicalement assistée, la PMA. Pourquoi? Parce que les couples homosexuels femmes, évidemment, on dit mais il n'y a pas de raison, nous on peut avoir des enfants par insémination, c'est la PMA. Par conséquent, pourquoi ne pas en avoir? Donc ils exigent la PMA et on leur donne la PMA. On n'est pas tout à fait dans une manipulation génétique, on est dans un donneur. Les couples hétérosexuels stériles peuvent bénéficier dans certains cas de cette PMA. Donc, mais tout le monde promettait que jamais la GPA ne viendrait. Le président Hollande l'avait dit, moi vivant. Or, il se trouve que la grossesse pour autrui est reconnue aujourd'hui par les tribunaux. Car quand un couple homosexuel mâle va acheter un enfant, ce qui est une mise en esclavage des femmes, d'une façon odieuse, il y a en Inde, à Bangalore, une clinique qui produit 1000 enfants par jour. Et on donne 50 € à chaque femme pour accoucher d'un enfant viable. Celles qui accouchent d'un enfant mort, on les fout dehors, on leur donne rien. Bien. Et on les met dans cette espèce de gynécée et ces enfants sont vendus sur Internet. Ces enfants sont vendus sur Internet. Donc, aujourd'hui, la GPA n'est toujours pas reconnue, c'est une question de temps, mais elle est reconnue par la justice. Les tribunaux disent, et on ne peut pas leur donner tort, c'est pas ce pauvre gosse qui est responsable. Par conséquent, on va lui donner la même filiation que pour les enfants hétérosexuels. Alors, évidemment, ce n'est pas la faute de l'enfant, et on comprend très bien, ça c'est la grande manipulation, mais c'est la responsabilité des parents. Or, naturellement, on ne met pas en avant les parents. Bien. Donc, tout ça avait été sciemment calculé bien avant. N'oublions pas les propos de Mme Taubira. Il ne s'agit pas d'une simple adaptation de quelques articles de notre code, portant entre autres sur l'effacement des termes masculins et féminins. L'effacement des termes masculins et féminins, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un petit garçon, madame est une femme, je suis désolé, je veux dire, il faut effacer la réalité, c'est incroyable. Mais donc, je continue en ouvrant les guillemets de Mme Taubira, mais d'une refonte du droit de la famille, de la filiation et bientôt de la bioéthique. Ça, c'était le 27 février 2013, donc avant que la loi ne soit promulguée. Hein, dans un livre cité par Agnès Walsh, un livre chez Fayard, Où va le mariage?
Et elle avait fait, pour annoncer ce livre, une interview dans Ouest France. Donc, toute la PMA comme la GPA était déjà dans les cartons, déjà prévue. Voilà. Or, la GPA, c'est une manipulation génétique. On va sélectionner des embryons et on va réimplanter dans le corps d'une femme lambda qui on va donner 50 € pour mettre au monde un enfant qu'on va vendre sur Internet. Alors, on les vend 30 000 $, hein, ces gosses, naturellement. Il y a un petit différentiel, quoi. Il y a quelques personnes qui s'en mettent plein la fouille entre les deux. C'est un véritable... on remet ces pauvres femmes en esclavage. Bien. Et toutes ces manipulations génétiques, quelle autorité scientifique ou morale, on ose à peine dire éthique, fixera les limites de ces manipulations? Car on pourra faire, par manipulation, des êtres dits humains qui vont être des... On sait quasiment le faire. Hein. Ce matin, j'entendais David Ayache, le professeur Ayache sur Radio Classique, qui disait, mais on sait déjà transformer l'ADN. Donc, on va pouvoir faire, avec ce truc-là, des types qui vont mesurer 2,50 m et qui vont avoir des muscles de Rambo, avec des QI d'huître, et si on leur dit « tue », ils tueront. Bien. De la même façon, on pourra faire des pseudo-intellectuels. Enfin, les Américains avaient tenté le coup. Hein. Ils avaient fait procréer des enfants par des prix Nobel. Voilà. Enfin, des prix Nobel qui acceptent de... Enfin, bref, pour fabriquer des enfants. C'est en tout cas c'est ce que les Américains ont dit. Bon, ils ont fait autant de tarés que la moyenne mondiale. Un couple de prix Nobel ne fabrique pas forcément un prix Nobel, c'est comme ça, que voulez-vous. Bien. Donc, je rappelle qu'il y avait 12 prix Nobel pour soutenir Hitler hein, dans sa montée au pouvoir. 12 prix Nobel. Rapport enregistré le 14 juin 2000, page 30. Le rapport est le rapport 2472. Sur ce qu'est le consentement et la matière dont on peut l'obtenir et le sens qu'on peut donner à la responsabilité de l'individu manipulé. Alors la justice perd complètement les pédales, puisque récemment, alors je ne sais plus si c'est à Mantes ou à Trappes, une gamine de 12 ans est séduite, violée dans un ascenseur, puis entraînée dans l'appartement du violeur, qui va en abuser pendant plusieurs jours de suite. Et les juges ont estimé qu'elle était consentante. Elle est forcément consentante puisqu'il y a eu plusieurs actes. Donc, alors le premier, on veut bien croire que c'est un peu forcé, mais les autres, vous vous rendez compte? Bon, je crois que ça a été jugé, mais enfin bon. Il y a même une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes. Alors je la cite parce que c'est très important. La Miviludes a voulu faire une définition de la manipulation mentale. Bien. C'est intéressant. Donc j'ouvre les guillemets. La manipulation mentale consiste donc à exercer sur l'une d'entre elles, il parle des personnes, des pressions graves et réitérées, et à utiliser des techniques propres à altérer son jugement, afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention d'acte qui lui est également préjudiciable. Alors on peut penser que tout le monde va être d'accord sur ce genre de définition, ça englobe tout. Bien. Eh bien non. Ce rapport présenté donc, cette définition présentée le 20 juin 2000, ça veut dire qu'ils ont commencé début juin, on est le 20 juin, ils continuent à discuter là-dessus, et cette définition est rejetée par tout le monde. Réticence des églises, des éducateurs, des personnes détenant une autorité. Pourquoi? Parce que quand on lit ça, ça veut dire que tout le monde est manipulé. C'est un peu gênant que la Miviludes... D'ailleurs, la Miviludes avait dit que l'Église catholique était une secte. Bien. Il voulait l'interdire. Mais tout ça, c'est monsieur... comment s'appelle-t-il Fenech, fait un nom comme ça. Bien. Qui n'est pas un imbécile, c'était Georges Fenech. Bon, voilà. Alors, je vous rappelle les expériences perverses, d'autorité perverse de Milgram en 1974, qui a été illustré dans I-Comicar, le film d'Henri Verneuil, en 1979. Et il y a le problème de la légitimité de l'autorité. Alors ça, j'ai absolument pas le temps d'en parler, parce que le temps passe très vite, mais je vous rappelle que le règlement, aujourd'hui, depuis 1972, le règlement des armées, je crois, ou le règlement interne des armées, quelque chose comme ça, autorise le subalterne à ne pas obéir à un ordre si l'ordre est manifestement illégal. Et là encore, sur quels critères est-ce qu'un subalterne, vous imaginez un sergent qui dit à son capitaine « Non, je ne ferai pas ça parce que, d'abord, le type, il va avoir une jolie carrière derrière lui, et enfin, c'est impossible. » Bien. Or, la loi l'autorise aujourd'hui.
J'avais eu d'ailleurs une très grande discussion au moment des manifestations pour le mariage pour tous devant le Sénat avec une commandante de gendarmerie, casquée, bottée, enfin, etc. Et elle avait fini par pleurer. Je vous assure, elle était troublée. Parce que je lui disais, mais enfin, vous faites quoi là? Il ne se passe rien, tout est tranquille, il y a des pères de famille avec les dans le dos, etc. Et vous provoquez un incident. Voilà, vous provoquez, parce que il y a un manifestant qui s'est un peu approché, c'est un papy, hein, qui s'approche un peu de la barrière, et donc la gendarmerie prend la barrière et lui envoie à la figure. Bon, le type s'écroule, enfin, etc. C'est un papy, il tombe par terre, et naturellement les autres à côté réagissent, et donc tout le monde est gazé, enfin, etc. Bon. Et donc je vais voir cette femme, bon, j'étais un peu de la boutique, donc je pouvais lui parler un peu d'une façon un peu sympathique, mais voilà, et au bout d'un moment, elle était complètement bouleversée, parce qu'on a... Bon. Comment ces manipulations ont-elles pu prendre cette ampleur en quelques années? Voilà ce qu'il faut. La banalisation des techniques puissantes de manipulation inquiète les autorités légitimes. Et il y a de quoi. Je laisse du côté les techniques qui sont en principe réservées à des thérapeutes patentés comme l'hypnose, par exemple. Car l'hypnose, c'est une manipulation mentale, c'est évident. Ça a été... Je passe là-dessus, j'avais un paragraphe, mais on n'a pas le temps. On passe là-dessus. Mais il est bien évident que le fait médiatique, les médias, sont la source, en quelque sorte, de l'amplification considérable de ces manipulations. Il n'y a pas que... les médias peuvent être pro-sociaux dans certaines démarches. Hein. Mais enfin, on voit que la diffusion médiatique est incontestablement le vecteur qui permet cette manipulation. Alors, en démocratie, la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif, contrôle du peuple, donc, fonctionnait assez bien. On ne va pas être trop regardant. Jusqu'à l'apparition du pouvoir médiatique issu de la technologie, sur lequel le peuple n'a aucune prise. Ce pouvoir d'informer le plus objectivement possible a été pollué par la finance. Quelques propriétaires, grands financiers, possèdent les journaux, chaînes de télévision, maisons d'édition, et parfois même les écoles de formation, j'en ai des exemples précis, des journalistes, et imposent leur ligne éditoriale. Un grand exemple est la création, alors je prends un exemple aux États-Unis pour ne pas être embêté en France, donc la création de la réserve fédérale américaine, à l'issue d'une campagne de presse faisant croire que les banques étaient responsables des deux crises de 1907 et 1911. Ces mêmes banques, ce sont les banques qui sont propriétaires des journaux, et c'est eux qui vont déclencher une réaction contre eux-mêmes. C'est là où il y a manipulation. Car ces mêmes banques propriétaires des journaux ont convaincu qu'il fallait un organisme de contrôle des dites banques. Ce fut fait en 1913. L'élection du président suivant, Woodrow Wilson, pure création médiatique, montre que le pouvoir de ce qu'on appelle aujourd'hui le Deep State, l'État profond américain, là encore j'ai un bouquin à vous conseiller, et détient le pouvoir, mais là à coups de millions et dans le monde entier. Et ça ne s'arrête pas là. Les dépenses des États nécessitent aujourd'hui des budgets colossaux. En démocratie, les citoyens ont un droit de regard sur les décisions politiques à travers leurs représentants. Or, le risque est grand de voir ces budgets refusés par la représentation nationale. Pour justifier de telles dépenses, il faut que le peuple se sente menacé. Il faut donc que la demande provienne du peuple lui-même. La manipulation consiste à organiser un état de guerre perpétuelle. Alors, là aussi, je vais vous donner des références, bien sûr. Face à ce danger, les citoyens sont convaincus de sacrifier un peu de liberté pour garantir leur sécurité. Un sondage Eurobaromètre, en 2014, a démontré que 66% des Européens préféraient opter pour la sécurité plutôt que pour la liberté, favorisant l'instauration de régimes antidémocratiques visant à restreindre peu à peu les libertés individuelles. Alors vous allez me dire, c'est très récent. Eh non, c'est pas récent du tout. Nous avons une déclaration de M. Reinhard Heydrich, bras droit d'Heinrich Himmler. Bien, on ne pourra pas le dire que ce n'est pas un nazi. Il déclare, ouvrez les guillemets, qu'il lui faut une police de l'esprit et l'instrument de contrôle et de mesure de la pensée. Dans 1984, le bouquin, les superpuissances constatent qu'une guerre interminable et sans issue est infiniment plus profitable qu'une victoire. Un tel conflit maintient les populations sous pression, tout en étant très rentable pour les industriels et financiers. C'est la stratégie dite du conflit permanent.
Endoctrinement par le télécran, ça c'était prévu par Heydrich. Endoctrinement par le télécran obligatoire dans tous les domiciles. La télévision n'existait pas encore. Ils appelaient ça le télécran, ils devaient faire des expériences. Je rappelle quand même qu'en 1950, l'équivalent de l'ordre des médecins aux États-Unis, voyant la télévision qui commençait à sortir, à équiper les foyers, avait fait une note au président américain pour lui dire que la télévision était un outil extraordinaire pour les militaires et les scientifiques, pour la diffusion de l'information, mais qu'en aucun cas, il ne faudrait industrialiser cette invention. Voilà. Aujourd'hui, en Asie, je connais beaucoup de familles qui crèvent la faim, mais il y a la télévision. Voilà. Ils ont tous la télévision. Dans les slums de Philippines, ces gens n'ont rien. Ils vivent dans la boue, ils vivent dans une misère épouvantable. Eh bien, il y a la télévision parce qu'on a... Bon. Comment ces manipulations ont-elles pu prendre cette ampleur en quelques années? Voilà ce qu'il faut. La banalisation des techniques puissantes de manipulation inquiète les autorités légitimes. Et il y a de quoi. Je laisse du côté les techniques qui sont en principe réservées à des thérapeutes patentés comme l'hypnose, par exemple. Car l'hypnose, c'est une manipulation mentale, c'est évident. Ça a été... Je passe là-dessus, j'avais un paragraphe, mais on n'a pas le temps. On passe là-dessus. Mais il est bien évident que le fait médiatique, les médias, sont la source, en quelque sorte, de l'amplification considérable de ces manipulations. Il n'y a pas que... les médias peuvent être pro-sociaux dans certaines démarches. Hein. Mais enfin, on voit que la diffusion médiatique est incontestablement le vecteur qui permet cette manipulation. Alors, en démocratie, la séparation des pouvoirs entre exécutif et législatif, contrôle du peuple, donc, fonctionnait assez bien. On ne va pas être trop regardant. Jusqu'à l'apparition du pouvoir médiatique issu de la technologie, sur lequel le peuple n'a aucune prise. Ce pouvoir d'informer le plus objectivement possible a été pollué par la finance. Quelques propriétaires, grands financiers, possèdent les journaux, chaînes de télévision, maisons d'édition, et parfois même les écoles de formation, j'en ai des exemples précis, des journalistes, et imposent leur ligne éditoriale. Un grand exemple est la création, alors je prends un exemple aux États-Unis pour pas être embêté en France, donc la création de la Réserve fédérale américaine, à l'issue d'une campagne de presse faisant croire que les banques étaient responsables des deux crises de 1907 et 1911. Ces mêmes banques, ce sont les banques qui sont propriétaires des journaux, et c'est eux qui vont déclencher une réaction contre eux-mêmes. C'est là où il y a manipulation. Car ces mêmes banques, propriétaires des journaux, ont convaincu qu'il fallait un organisme de contrôle des dites banques. Ce fut fait en 1913. L'élection du président suivant, Woodrow Wilson, pure création médiatique, montre que le pouvoir de ce qu'on appelle aujourd'hui le Deep State, l'État profond américain, là encore j'ai un bouquin à vous conseiller, et détient le pouvoir, mais là à coups de millions et dans le monde entier. Et ça ne s'arrête pas là. Les dépenses des États nécessitent aujourd'hui des budgets colossaux. En démocratie, les citoyens ont un droit de regard sur les décisions politiques à travers leurs représentants. Or, le risque est grand de voir ces budgets refusés par la représentation nationale. Pour justifier de telles dépenses, il faut que le peuple se sente menacé. Il faut donc que la demande provienne du peuple lui-même. La manipulation consiste à organiser un état de guerre perpétuelle. Alors, là aussi, je vais vous donner des références, bien sûr. Face à ce danger, les citoyens sont convaincus de sacrifier un peu de liberté pour garantir leur sécurité. Un sondage Eurobaromètre, en 2014, a démontré que 66% des Européens préféraient opter pour la sécurité plutôt que pour la liberté, favorisant l'instauration de régimes antidémocratiques visant à restreindre peu à peu les libertés individuelles. Alors vous allez me dire, c'est très récent. Eh non, c'est pas récent du tout. Nous avons une déclaration de M. Reinhard Heydrich, bras droit d'Heinrich Himmler. Bien, on ne pourra pas le dire que ce n'est pas un nazi. Il déclare, ouvrez les guillemets, qu'il lui faut une police de l'esprit et l'instrument de contrôle et de mesure de la pensée. Dans 1984, le bouquin, les superpuissances constatent qu'une guerre interminable et sans issue est infiniment plus profitable qu'une victoire. Un tel conflit maintient les populations sous pression, tout en étant très rentable pour les industriels et financiers. C'est la stratégie dite du conflit permanent.
endoctrinement par le télécran, ça c'était prévu par Heydrich. Endoctrinement par le télécran obligatoire dans tous les domiciles. La télévision n'existait pas encore. Ils appelaient ça le télécran, ils devaient faire des expériences. Je rappelle quand même qu'en 1950, l'équivalent de l'ordre des médecins aux États-Unis, voyant la télévision qui commençait à sortir, à équiper les foyers, avait fait une note au président américain pour lui dire que la télévision était un outil extraordinaire pour les militaires et les scientifiques, pour la diffusion de l'information, mais qu'en aucun cas, il ne faudrait industrialiser cette invention. Voilà. Aujourd'hui, en Asie, je connais beaucoup de familles qui crèvent la faim, mais il y a la télévision. Voilà. Ils ont tous la télévision. Dans les slums de Philippines, ces gens n'ont rien. Ils vivent dans la boue, ils vivent dans une misère épouvantable. Eh bien, il y a la télévision partout. Bien. Jean Monnet, le fondateur de l'Europe, qu'on essaye de faire un saint laïque aujourd'hui avec Monnet, avec Schuman. Relisez Schuman. Enfin, on n'a jamais vu un homme politique aussi nul. C'est extraordinaire. C'est Jean Monnet qui lui a concocté tout son discours du 9 mai 50, créant le truc charbon-acier. Donc, Monnet, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Voilà. Alors donc, le média, sous contrôle de la finance, relaie l'opinion de groupes de pression, les think tanks, les lobbies, comme on veut, pour fabriquer l'opinion publique. Extraordinaire bouquin de Nicolas Bay, de Bernard Faye, je crois. Pardon, Nicolas Bay, c'est l'autre. Bernard Faye, sur la création d'un monstre, l'opinion publique. Excellent bouquin. Donc, moins les gens sont formés à l'esprit critique, et plus il sera facile, par instinct grégaire, de les convaincre. L'effet de répétition fera le reste. Télévision continue, chaîne en continu, bombardement des éditions spéciales. Dès qu'il y a quelqu'un, un VIP qui se tord le genou, vous avez le droit à une édition spéciale et on va voir toute la journée les mêmes choses. Nous sommes bien dans un monde orwellien. Souvenez-vous, subversion européenne. Et là, on arrive à la période très contemporaine. Le 3 janvier 73. Tout le monde se souvient ce qui s'est passé le 3 janvier 73. Bon, il y a beaucoup de gens qui étaient en train de cuver à ce moment-là, parce que le 3 janvier, pardon. La loi édicte la perte du contrôle de notre monnaie, d'où notre endettement abyssal. Monsieur Pompidou, ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild, aujourd'hui on a un président qui est ancien associé de... Donc, le président Pompidou décide par la loi du 3 janvier 73 que l'État français s'interdit d'emprunter à la Banque de France, mais emprunte sur le marché financier. Et on commence à emprunter à l'époque à 28%. C'est pas un traité, puisque ça n'a pas été ratifié par les chambres. Traité d'Amsterdam, celui-là, en octobre 97, celui-là, on fait un référendum, parce que la Constitution française nous l'impose. Donc, en 2005, la France dit non. Voilà. Donc, on l'applique. On ne tient aucun compte de la décision du peuple. Et à la suite de ça, Sarkozy réintègre la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Et le traité de Lisbonne arrive. Alors, le traité de Lisbonne, c'est l'application du traité d'Amsterdam que la France avait refusé, enfin que le peuple français avait refusé. Et il date du 13 décembre 2007. Et là, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui est obligé de faire une modification de la Constitution. Et donc, une opportune modification de la... Et le traité de Lisbonne reprend les termes du traité d'Amsterdam, avec 3 virgules en moins, enfin, etc. Mais il a fallu une modification de la Constitution. Et je reprends la chronologie. En 81, libération des ondes, radio et TV. Ça a été bénéfique pour Radio Courtoisie à l'époque. Mais en 81, toutes les radios qui sont déjà de la propriété d'un certain nombre de financiers. Ça s'est amplifié largement après, mais enfin, bon. La monnaie unique est adoptée en 92, avec une mise en pratique en 2000 pour l'euro. Les accords de Schengen, 14 juin 1985, puis la convention de Schengen, en juin 90, pour une entrée en vigueur en mars 95. On prépare les choses, on prépare l'opinion publique, on prépare. Il faut dire que Schengen, personne n'en avait entendu parler. Ça n'a jamais été ratifié. C'est pour ça qu'on appelle ça un accord et une convention. Ce n'est pas un traité, puisque ça n'a pas été ratifié par les chambres. Traité d'Amsterdam, celui-là, en octobre 97, celui-là, on fait un référendum.
parce que la Constitution française nous l'impose. Donc, en 2005, la France dit non. Voilà. Donc, on l'applique. On ne tient aucun compte de la décision du peuple. Et, à la suite de ça, Sarkozy réintègre la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Et le traité de Lisbonne arrive. Alors, le traité de Lisbonne, c'est l'application du traité d'Amsterdam que la France avait refusé, enfin que le peuple français avait refusé. Et il date du 13 décembre 2007. Et là, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui est obligé de faire une modification de la Constitution. Et donc, une opportune modification de la... Et le traité de Lisbonne reprend les termes du traité d'Amsterdam, avec 3 virgules en moins, enfin, etc. Mais il a fallu une modification de la Constitution. Et nous arrivons à l'élection de M. Macron. En 2017, je rappelle que M. Macron a été invité à la conférence annuelle du Bilderberg en 2014. Et on avait déjà au Bilderberg, en 2007, l'année de son mariage avec Brigitte, on avait déjà parlé de M. Macron à ce moment-là. Voilà. On le sait par un journaliste espagnol, je crois, qui avait réussi à pénétrer pour une fois là-dedans. Et puis une fusée médiatique le propulse comme candidat incontournable. Or là, on est pour ou on est contre, hein, mais il y a une manipulation extraordinaire. Je rappelle en quelques points. 1. Abattre François Fillon, désigné le 27 novembre 2016 à la primaire de la droite, en faisant voter les électeurs de gauche en faveur de Juppé pour éliminer Sarkozy. Ils ont revoté une deuxième fois au second tour pour éliminer Fillon, mais ça n'a pas marché. Le Canard enchaîné produit le 25 janvier 2017 des informations provenant de l'Élysée par Thomas Cazeneuve, ancien énarque, ancien directeur de cabinet de Macron à Bercy, secrétaire adjoint de l'Élysée, et Gaspard Ganser, qui est de la même promotion, Léopold Senghor de l'ENA, la même promotion que Macron. Il aurait rencontré Michel Gaillard, directeur du Canard, et ami de François Hollande, le mardi 9 janvier. La justice, à sa seule initiative, déclenche l'enquête le jour même, le 25 janvier, date de la parution du Canard enchaîné, et la procureure du parquet national financier, Mme Houlette, nommée par Hollande sur recommandation de Mme Taubira. Fillon réclame une instruction rapide pour pouvoir se dégager de ces accusations. Et au contraire, le parquet fait traîner les choses pour pourrir sa candidature. Deuxième phase, éliminer Valls à gauche, lors des primaires de la gauche, au profit de Benoît Hamon. Parce que Valls risquait de piquer des voix à Macron. Donc, les résultats sont annoncés la veille. Les résultats sont annoncés la veille. Et ils ne se trompent pas à moins d'1% d'erreur sur les centaines de milliers de votes. Valls ne conteste pas. Hamon ne risque pas de prendre des voix à Macron. Ouf. Hamon sait qu'il n'a aucune chance. Mais lui, il vise la conquête du Parti socialiste. Par conséquent, il joue le jeu. Troisième phase, troisième partie. On lance Macron comme un produit de marketing moderne, jeune, branché, enfin, etc. J'ai rencontré à ce moment-là une militante de toujours du Front National, enfin celle qui me l'a dit, et je lui dis, mais pour qui allez-vous voter? Je pensais, ou Marine Le Pen, ou enfin, etc. Elle me dit, ou Philippot à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore. Et elle me dit, pour Macron, il est beau. Ah ben je lui dis, alors l'affaire est entendue. Voilà. Et aux enjeux financiers s'ajoutent les enjeux idéologiques. Les tireurs de ficelle ont trouvé un candidat qui défendra la doctrine relativiste qui est remise en question en Occident en ce moment par les populistes, enfin. Défendre les minorités, donc c'est la doctrine relativiste, défendre les minorités en lien avec des groupes de pression internationaux. Et là, on n'a pas le temps de développer les accords entre M. Erdogan, qui abritait plusieurs millions de Syriens dans ses camps de réfugiés depuis 4 ans, les accords passés avec Mme Merkel, sous échange de 3 milliards d'euros, je crois, que Erdogan a empoché, soi-disant pour garder ses réfugiés. Et naturellement, les réfugiés sont venus. Bien. Ça, il y aura des développements, là aussi, on finira par. Donc, le conservateur catholique Fillon était l'antithèse de la société libérale qui s'emparera encore davantage de nombreux secteurs de l'économie française. Ce qui reste de la richesse des Français sera aspiré
à travers un certain nombre de réformes par les financiers. C'est donc non seulement un modèle économique, mais aussi un modèle de société qui se cache derrière cette manipulation. Les élites savent ce qu'elles font, puisque pour prévenir tout recours juridique constitutionnel, une révision de la Constitution de la Ve République, elle n'existe plus depuis longtemps. Elle a été révisée, je ne sais pas, 50 fois. Donc une révision de février 2017 sur le statut pénal du chef de l'État abandonne l'expression « haute trahison » pour celle de manquement à ses devoirs, manifestation incompatible avec l'exercice de son mandat. C'est le grand mensonge de la destruction créatrice. Dissoudre pour coaguler. Les gens informés savent dissoudre, coaguler, ce que ça signifie. Il faut mentir, alors là encore il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Ça, c'est celui qu'on enseigne dans toutes les écoles, c'est Voltaire, 1736, le 21-10 dans une lettre à M. Thierriot. Lénine, encore lui. La violence est légitime quand elle est exercée par les opprimés. Le mensonge et le cynisme sont nécessaires pour faire triompher la cause portée par le mouvement de l'histoire. Et encore, tant que l'État existe, pas de liberté. Quand régnera la liberté, il n'y aura plus d'État. Voilà. Alors, on sait ce que ça signifie. Nietzsche. Quels que soient les mensonges que profèrent certains individus, avec la mine qu'ils ont, ils disent la vérité quand même. Alors, j'ai encore 2 minutes, si vous m'autorisez. Moyens utilisés. Alors, le frère tout à l'heure parlait du vocabulaire. Oui, le vocabulaire a été la première grande subversion. Voilà. J'ai des anecdotes extraordinaires avec Jacques Chirac à ce sujet-là, mais malheureusement on n'a pas le temps. Le vocabulaire est la façon d'enseigner, la façon d'apprendre à lire et d'écrire. Les neurosciences aujourd'hui nous enseignent que la méthode globale a été une véritable catastrophe. La méthode globale détruit absolument toute la possibilité neuronale d'un esprit critique. Parce qu'elle n'est pas... Et par conséquent, le premier qui a dit ça, enfin qui a révélé ces choses-là, très timidement, c'est le professeur Lucien Israël. Mais depuis, il y a 50 bouquins qui le disent. Et par conséquent, la méthode globale a été considérablement néfaste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens qui enseignent à nos enfants ont tous été formés par la méthode globale. Donc, quand bien même on leur explique la difficulté d'analyser un paradigme, pour employer des termes, etc., eh bien, ils ouvrent des grands yeux. Il faut beaucoup de temps pour leur démontrer que leur esprit est perverti déjà par la façon dont ils ont eu d'apprendre eux-mêmes à lire. On est à la 3e, 4e génération de cette méthode globale. Le seul qui a essayé vraiment d'éradiquer la méthode globale, c'est de Robien, qui a été viré, séance tenante, par les comités de l'éducation nationale. Donc, le vocabulaire, la discrimination positive. Voilà, on ne parlera que de ça. Ça, c'est extraordinaire. Discriminer positivement. Voilà, mettez les 2 termes ensemble. Et je rappelle les propos de Valérie Pécresse lorsqu'elle était ministre. Fidèle au discours de Nicolas Sarkozy du 11 janvier 2010, dit-elle, la ministre rappelle la teneur du contrat d'une charte de l'égalité des chances à valeur contraignante pour les grandes écoles. Si le volontarisme ne suffit pas, il faudra envisager d'autres solutions. Il faut que le contenu des concours soit revu et que soient réexaminées avec attention les épreuves socialement discriminantes et qu'il soit rapporté des correctifs. Voilà. Et le communautarisme organisé, on est dans une démocratie qui rassemble tous les citoyens en principe. Le travail du gouvernement, c'est précisément de faire je vais employer un terme, une nation, avec un peuple, quel que soit. La France a toujours été une terre d'accueil. Le communautarisme organisé, le CRAN qui organise des camps réservés aux Noirs, voilà, interdit aux Blancs, c'est marqué sur leur publicité. Et ça, il n'y a pas un juge qui dit « mais attendez, c'est discriminatoire ». Non, c'est pas discriminatoire. C'est contre les Blancs, ça peut aller. Manifestation réservée aux femmes, récemment. Bon, alors certes, sur un sujet tragique, tout le monde est d'accord. Mais en attendant, on peut aujourd'hui discriminer positivement. Là aussi, j'ai des anecdotes sur Sciences Po et l'ESSEC qui sont absolument dramatiques, foudroyantes. Alors, 84, c'est Orwell, prophétique. Mais 84, c'est pas une prophétie, c'est une réalité, c'est les premiers téléphones cellulaires. Génération des compteurs intelligents.
Le Linky. Le Linky qui permet de connaître toutes les activités journalières des citoyens pour une efficacité plus que douteuse en matière d'économie d'énergie. Et même, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les spécialistes qui travaillent là-dessus, il y a des livres aussi là-dessus. Et même pour celle de la gestion efficace des réseaux de distribution. Il est précisé que, j'ouvre les guillemets, ceux qui signeront ce contrat, c'est dans le contrat de Linky, ceux qui signeront ce contrat devront accepter de perdre une partie de leur confort en échange d'un tarif préférentiel. Parce que le compteur va permettre de couper l'électricité à certains moments quand il y a une sous-production, etc. C'est-à-dire vous êtes chez vous, vous êtes en train de prendre votre douche, puis d'un coup, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien, parce qu'il y a une sous-production, et par conséquent, voilà. Donc on perd une partie de son confort. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est comme ça. Le Linky est obligatoire. Il y a des familles qui se retrouvent aujourd'hui en correctionnel parce qu'elles refusent le Linky. C'est en fait le contrôle de tout ce qui touche de près à la vie familiale et privée. La surveillance globale, j'en ai pour 3 minutes encore. Les programmes gouvernementaux de surveillance, le Total Information Awareness, le TIA, et Matrix, Multistate, Anti-terrorisme, Information Exchange. Ça concerne tous les pays occidentaux, c'est américain, et naturellement, il y a des échanges d'informations contre le terrorisme. Tout le monde applaudit des deux mains. Mais comment est-ce que ça va être utilisé? Voilà. Le résultat, c'est le Patriot Act. Plus de liberté individuelle. Voilà. On en reparlera peut-être si on a le temps sur l'état d'urgence. En Europe, INDECT, c'est un projet de détection automatique du comportement anormal et de menace. Voilà, qui passe à travers les écoutes téléphoniques, à travers les algorithmes. Quand vous allez sur Internet, voilà, c'est analysé. Et si vous allez sur certains mots, si vous allez, etc., l'algorithme va vous signaler, on sort la fiche et on va la donner à qui de droit. L'ADAPS, Automatic Detection of Abnormal Behavior on Trace in Crowd Space. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est la détection automatique des comportements anormaux dans l'espace privé. C'est la loi que je vous ai citée tout à l'heure, je crois que c'est 13 août, il me semble, de mémoire 2017, où l'intention dans une conversation privée, là aujourd'hui, je vous fais une confidence, et puis madame l'entend, et madame n'est pas une amie. Madame va voir le policier en lui disant « J'ai entendu Nicolas et Didier dire que… » Et ça suffit pour déclencher une procédure. Bien. Dans l'éducation nationale, scrutation, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de 2008, hein, scrutation des forums de discussion sur Internet, sous-traité par une entreprise spécialisée en stratégie d'opinion. Ça, c'est une réglementation qui est parue dans Légifrance, parce qu'il fallait une autorisation spéciale. Donc, les gens, les profs échangent sur les élèves, échangent sur ces réseaux, et il y a une entreprise qui est chargée de trouver ce qui est contraire à la loi, mais la loi aujourd'hui est tellement vaste. Alors, je passe sur ce que sont les cartes SIM, qui sont évidemment des moyens de flicage absolument extraordinaires. J'ai pas le temps, c'est dommage, j'avais un beau paragraphe à ce sujet-là. Les puces RFID, Radio Frequency Identification. Alors, ces puces-là, il faut savoir qu'aux États-Unis, les mamans qui accouchent d'un enfant dans les maternités d'État, l'enfant est pucé automatiquement. Aujourd'hui, les parents peuvent refuser. Mais je peux vous dire que s'ils refusent, le FBI est chez eux le lendemain matin. Il faut justifier. Pourquoi refusez-vous? C'est le... on vous fait ça. C'est tout petit. Bien. Et c'est comme un tatouage qu'on ne voit pas. Et là, on vous dit, mais attendez, mais pourquoi refuser? C'est pour le bien de l'enfant, puisque c'est son dossier médical. Il n'aura plus à avoir le papier. Il sort de là, il passe sous la douchette, et on aura tout son dossier médical. Oui, mais qui va mettre quoi dedans? Puisque c'est interrogeable à distance. On peut l'interroger, mais aussi on peut placer à distance. C'est exactement le problème des nanoparticules. Bien. Là, j'ai pas le temps. La vidéosurveillance. Alors, vidéosurveillance. Nice, 650 caméras, 343 000 habitants. Sans réduire la délinquance. Voilà. Qui évite, parce que les délinquants évitent les zones surveillées. Et quand par hasard il y a une caméra qui les gêne, il la casse et il brûle la voiture de police qui est chargée de surveiller la caméra. Alors s'il faut une voiture de police pour surveiller les 650 caméras, et alors, là encore, c'est toujours
c'est toujours pour une bonne action, il faut bien voir. On ne peut pas... moi, j'habite une ville où les citoyens veulent la vidéosurveillance, parce qu'il y a pas mal de faits de délinquance. Donc, les citoyens le demandent. Je vous renvoie à la phrase de Franklin. Et effectivement, comment leur expliquer que ils vont être, eux aussi, ils vont être fliqués. Alors, moi, j'ai rien à me reprocher. Aujourd'hui, monsieur. Mais demain, si la loi change, qui va décider si vous êtes répréhensible ou pas? Voilà le problème. Voilà, alors il faut savoir que chaque caméra revient à 10 000 euros, plus 5 à 7 000 euros pour la maintenance. Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint à Lille, qui est une ville extrêmement équipée en vidéosurveillance, il est démagogique de laisser croire aux gens que ça va régler les problèmes d'insécurité. J'ouvre les guillemets. Voilà, donc il est manifeste que les tenants de Big Brother Gouvernance utilisent des sentiments insécuritaires pour faire de juteux profit à des firmes spécialisées dans la vidéosurveillance. Et là, je vous invite à aller au registre du commerce et aller voir derrière les entreprises de vidéosurveillance, derrière les entreprises qui concernent l'automobile, qui sont les propriétaires. Voilà. Munissez-vous du nom de jeune fille de beaucoup de ministres. Voilà. Alors, j'ai pas le temps de développer. On peut parler de l'ordinateur. L'ordinateur est un moyen de surveillance des citoyens absolument formidable. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Malheureusement, on n'a pas le temps. Il faut savoir que tout ce que vous passez sur Internet, sur votre téléphone portable, etc., tout rentre dans des big data. Aujourd'hui, on vous dit sur Internet, prenez un cloud. Prenez un cloud, vous mettez toutes vos archives sur le cloud. Vous êtes, voilà, et oui, car le cloud, il y a des cloud centers. Il y en a un en particulier en Irlande. J'ai l'adresse, enfin, etc. Voilà. Alors, conclusion, parce que le temps passe, je suis confus. La propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à l'État totalitaire. Walter Lippmann, journaliste, développe une théorie, ouvrez les guillemets, une théorie progressiste de la pensée démocratique libérale qu'il définissait comme une révolution dans l'art d'exercer la démocratie pour fabriquer le consentement. Obtenir l'adhésion de la population à des mesures dont elle ne veut pas. Ce que Lénine disait, encore lui, conduire les masses stupides, on sait l'amour que portait Lénine au prolétariat, donc conduire les masses stupides vers un monde que leur incapacité de comprendre les empêche de concevoir. La seule différence entre un État totalitaire, c'est que de temps en temps, et sous des conditions précises, on va demander au troupeau dérouté de désigner celui que nous voulons pour chef. C'est les élections. Puis revenir au rang de simples spectateurs. Demander aux députés En Marche aujourd'hui ce qu'ils en pensent. Il y a pour ceux qui prétendent diriger une condition à cette élection, se mettre au service des gens qui... Alors, la condition, c'est se mettre au service des gens qui possèdent le pouvoir réel, c'est-à-dire ceux qui possèdent la société. Le gourou de l'administration Kennedy, chargé de diriger les planificateurs de la politique mondiale au secrétariat d'État américain. C'est un département du secret officiel du secrétariat d'État américain. J'ouvre les guillemets. Ceux d'entre nous qui possèdent la faculté de raisonner doivent créer des illusions nécessaires et des simplifications abusives, mais émotionnellement convaincantes, pour maintenir plus ou moins dans la bonne direction les simples esprits naïfs. Dans ce projet de domination des masses, Harold Laswell, chef de file des sciences politiques américaines, donc c'est un psychosociologue, j'ouvre les guillemets, dans un état policier ou totalitaire, il suffit de brandir une matraque et de leur en asséner un bon coup, s'ils s'écartent du droit chemin. Cependant, à mesure qu'une société devient plus libre et se démocratise, on est forcé d'abandonner cette opinion. Il faut donc recourir aux techniques de la propagande. Voilà. Grâce aux nouveaux outils des sciences de la gestion, ingénierie sociale, marketing, management cybernétique, là on pourrait développer ça d'une façon, ce sera dans le bouquin d'ailleurs évidemment, les élites politiques ont pu faire l'économie de toute forme d'axiologie, de discussion sur les valeurs des républiques, vous connaissez? Définition. Des valeurs, les idées, le sens et leurs principes, pour ne se consacrer qu'à une technologie organisationnelle des populations. En quelques décennies, les pays développés sont passés d'un contrôle social fondé sur le langage, l'interlocution, la convocation linguistique de l'humain, l'activation de ses fonctions de symbolisation, à un contrôle social reposant sur la programmation comportementale des masses, au moyen de la manipulation des émotions et de la contrainte physique.
C'est Bernard Stiegler qui prononce ces thèmes. Et je finirai par un article du Point le 16 janvier 2008, c'est Sylvie Pierre Brossolette qui le dit. Est-ce qu'il ne faut pas violer des fois le peuple un tout petit peu pour leur bien? On le fait pour d'autres questions. La peine de mort, par exemple, on l'a votée dans le dos des gens. Ils n'en voulaient pas. L'Europe, c'est un peu pareil. Dans le Point, en 2008, Albert Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Ça, c'est pour nous. Le Mahatma Gandhi, celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie de ce problème. Et enfin, Malika Sorel-Sutter, dans son dernier bouquin, remarquable, « Les Français se sont laissés dépouiller de l'essentiel, de la plus fondamentale des libertés, celle d'être et d'exister. » Je vous remercie. Ouvre les guillemets. Ceux d'entre nous qui possèdent la faculté de raisonner doivent créer des illusions nécessaires et des simplifications abusives, mais émotionnellement convaincantes, pour maintenir plus ou moins dans la bonne direction les simples esprits naïfs. Dans ce projet de domination des masses, Harold Lasswell, chef de file des sciences politiques américaines, donc c'est un psychosociologue, j'ouvre les guillemets, dans un état policier ou totalitaire, il suffit de brandir une matraque et de leur en asséner un bon coup, s'ils s'écartent du droit chemin. Cependant, à mesure qu'une société devient plus libre et se démocratise, on est forcé d'abandonner cette opinion. Il faut donc recourir aux techniques de la propagande. Voilà. Grâce aux nouveaux outils des sciences de la gestion, ingénierie sociale, marketing, management cybernétique, là on pourrait développer ça d'une façon, ce sera dans le bouquin d'ailleurs évidemment, les élites politiques ont pu faire l'économie de toute forme d'axiologie, de discussion sur les valeurs des républiques, vous connaissez? Définition. Des valeurs, les idées, le sens et leurs principes, pour ne se consacrer qu'à une technologie organisationnelle des populations. En quelques décennies, les pays développés sont passés d'un contrôle social fondé sur le langage, l'interlocution, la convocation linguistique de l'humain, l'activation de ses fonctions de symbolisation, à un contrôle social reposant sur la programmation comportementale des masses au moyen de la manipulation des émotions et de la contrainte physique. C'est Bernard Stiegler qui prononce ces thèmes. Et je finirai par un article du Point le 16 janvier 2008, c'est Sylvie Pierre Brossolette qui le dit. Est-ce qu'il ne faut pas violer des fois le peuple un tout petit peu pour leur bien? On le fait pour d'autres questions. La peine de mort, par exemple, on l'a votée dans le dos des gens. Ils n'en voulaient pas. L'Europe, c'est un peu pareil. Dans le Point, en 2008, Albert Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Ça, c'est pour nous. Le Mahatma Gandhi, celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie de ce problème. Et enfin, Malika Sorel-Sutter, dans son dernier bouquin, remarquable, « Les Français se sont laissés dépouiller de l'essentiel, de la plus fondamentale des libertés, celle d'être et d'exister. » Je vous remercie.